à tous. Donc, encore une fois, un grand plaisir de vous voir nombreux pour cette conférence. C'est la première d'un cycle très important pour nous, qui est celui de nourrir l'humanité, la nécessaire transition agricole et alimentaire. Donc, pour Action contre la faim, dont le but et le mandat est d'éradiquer la faim dans le monde, il est bien évident qu'un des pans de notre action doit être de nourrir l'humanité. Notre logique, et c'en est un des pans, c'est que pour éradiquer la faim, il faut agir sur plusieurs leviers. Certains que nous couvrirons dans d'autres sites de conférences, comme par exemple donner aux populations l'accès à une nourriture qui est déjà là, en quantité et en qualité nécessaire. Bien sûr qu'il y ait une production agricole nutritive, donc le lien alimentation et nutrition, sur lequel nous travaillons énormément, et tout un pan sur la production agricole. Alors la production agricole, elle est suffisante pour nourrir la planète aujourd'hui. Elle n'est malheureusement pas suffisante au niveau local, nécessairement. Et il y a différents modèles agricoles qui s'affrontent dans le monde de manière quasi idéologique. Quand on prend le modèle américain monoculture intensive, OGM, engrais, et puis naturellement l'agroécologie intensive et d'autres modèles. Donc ces différences idéologiques sont aujourd'hui en plein combat, affrontement, mais en tous les cas, ces forces sont en puissance. Et Christian, lui, il va nous présenter quelque chose d'assez complexe. Vous l'aurez sans doute noté, en tout cas pour moi ça l'est, telle que la note est écrite, sur la conception et l'adoption de systèmes de production agricole à haute performance économique et environnementale. Donc on se doute bien de quel côté ça va pencher pour Christian, qui est directeur scientifique adjoint agriculture à l'INRA. Donc je pense qu'on va avoir ce soir une conférence d'un très haut niveau en termes de contenu. Et je fais confiance au talent de Christian pour banaliser le propos et le rendre accessible à tous. Et je lui passe la parole sur ces bons mots. Et voilà. Merci beaucoup. Donc merci pour cette introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur du défi qui m'est posé, d'être à la fois, d'avoir beaucoup d'apports cognitifs et de réflexion, et en même temps d'être pédagogue. Et si jamais ça ne va pas, vous criez très fort avant que ça ne dérive. Donc, comme il y a des étudiants en éco-paritech, ce que je ne savais pas, j'ai mis un petit peu de calcul matriciel dedans, histoire de s'occuper. Donc oui, là, ce qui a été dit en introduction montre qu'on est face à des défis extrêmement compliqués, et ce que je vais essayer de résumer, et où les solutions ne sont pas simples. On rêve tous de solutions d'une simplicité biblique, et en fait, elles n'existent pas. Et donc, c'est comment on arrive à concevoir des systèmes compliqués sans se focaliser sur un système qui apparaît instantané comme étant celui qu'on doit faire. Et ensuite, comment on fait en sorte qu'on arrive à adopter un système. Et donc, je vous ferai une présentation en 3 parties, et on fera des interruptions entre deux, comme ça, il pourra y avoir des temps de questions-réponses. La première partie traitera des enjeux autour de concilier performance économique et performance environnementale. Le deuxième traitera de comment on se débrouille pour parcourir l'ensemble du champ de l'innovation et du champ de la conception, et où il y aura à la fois un apport très théorique au début, donc il va falloir vous accrocher un petit peu, parce que même moi j'ai du mal à comprendre, et non, rassurez-vous, je vais essayer de vous rendre ça simple, et comment nous on a traité cette question-là, en faisant effectivement du calcul matriciel. Et puis le troisième point, c'est la problématique des transitions, et comment, par rapport à des systèmes qui sont en équilibre, comment on arrive à déplacer des systèmes en équilibre. Ce qui est très compliqué, et je vous montrerai que vous comme moi, nous faisons partie des forces de résistance. Et donc que nous avons tous en fait une résistance au changement qui peut être plus ou moins forte. Alors, ce que je vous présente là, en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé dans le cadre de 2 rapports qu'on a remis au ministre de l'Agriculture d'abord, ce qui a été remis par le rapport qui s'appelle le rapport Marion-Guillou, qui a été remis au mois de juin 2013, et puis l'ensemble du volume complet a été remis au Centre Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective, qui est un service rattaché au Premier ministre, et qui a été remis au mois d'octobre l'année dernière. Et le rapport global est en 4 volumes, 2 notes de synthèse, et les 4 volumes font 1364 pages. C'est beaucoup plus efficace que n'importe quel produit pour s'endormir, et ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et donc on s'est amusé à faire une analyse de fond de pas mal de questions. Et quand on dit de fond, ça ne veut pas dire qu'elles sont conclusives, c'est plutôt en fait tracer une route et des éléments
pour construire la réflexion et poursuivre la réflexion. Alors, en fait, agriculture à haute performance, c'est ce qu'on appelait avant agriculture durable ou agriculture soutenable en anglais, et dans lequel il y a énormément de volets différents, mais que globalement on peut résumer autour de 3 points. La question de la production, la question des acteurs qui sont derrière et des opérateurs, et la question de l'environnement. On pourrait tirer ça à l'infini, mais j'ai choisi de simplifier un peu cette présentation-là. Alors, le besoin de production, Madame la Présidente disait que globalement, on peut aujourd'hui nourrir à peu près tout le monde. Oui. Mais en 2050, ce qui est à peu près l'horizon qu'on s'est fixé, le rapport de la FAO dit qu'il y aura 9 milliards d'habitants sur cette Terre. Et il traduit ça par un accroissement de 70% de la disponibilité en ressources agricoles, ce qui n'est pas exactement 70% d'augmentation de la production agricole quand même. Vous pouvez, si vous réduisez par 2, vous divisez par 2 les gaspillages, de fait, vous avez déjà augmenté pas mal la disponibilité. Bon, peu importe, on ne va pas se battre sur les chiffres, mais globalement, c'est un cap dont on se dit qu'il va falloir sacrément réfléchir à la façon dont on va pouvoir assurer cette ressource suffisante et régulière en ressources alimentaires. Et quand on dit régulière, ça veut dire qu'il faut la produire tous les ans. Il ne faut pas avoir une année où on produit 2 fois trop et l'année d'après où on n'a rien, parce que ça ne marche pas. Alors pourquoi il faut une telle augmentation ? C'est parce que le vrai changement, c'est l'augmentation de la consommation de produits carnés à l'échelle du monde. Et il existe une relation extrêmement forte et qui ne bouge absolument pas depuis une 50aine d'années entre le produit, le PIB par habitant et la proportion de calories d'origine animale qu'il a dans la ration. Tous les pays suivent exactement la même relation. Il n'y a qu'un seul pays qui échappe, c'est le Japon, mais qui remplace les produits carnés domestiques par des poissons. Donc c'est à peu près la même chose. Et cette relation, elle ne bouge pas, et depuis très longtemps, et elle ne bougera pas dans les décennies à venir, sauf grande perturbation qui serait aucune disponibilité. Mais sinon, la tendance de fond, elle existe. Alors je ne sais pas s'il faut se réjouir de cette relation, mais globalement, on peut quand même se réjouir que le PIB dans les pays très pauvres augmente. Donc on doit faire ça. Donc ça, c'est une vraie contrainte forte. On a une vraie contrainte sur la disponibilité en terre. Je reviendrai après, tout à l'heure, avec des notions un peu compliquées et assez amusantes. On a une contrainte environnementale croissante. Et puis le point sur lequel on a vraiment beaucoup d'incertitudes, c'est l'obligation qu'on va avoir de produire, à partir des produits agricoles, le substrat pour des usages non alimentaires. C'est l'énergie. Bon, ça, on pourrait à la limite avoir d'autres sources d'énergie renouvelables que des carburants biosourcés. Mais la chimie du carbone, qui est celle qui nous habille, qui est celle avec laquelle on produit quasiment tout ce qui nous entoure, s'il n'y a plus de pétrole, il faudra le faire avec du carbone fixé dans des produits agricoles. Et en fait, là, on a un grand champ d'interrogation. Quel va être le volume de ça ? Il faut savoir que les grands opérateurs commencent à positionner des billes dans ce secteur-là pour voir comment ils peuvent faire et comment ils vont se débrouiller là-dessus. Donc, à minima 9 milliards, ça va être plus 70% de besoins en disponibilité, et en plus avec une zone d'incertitude. Alors ça se traduit par... donc ça, c'est un travail qui a été publié par Tester et Longridge en 2013, vers le mois d'octobre 2013, où ils illustrent en fait les besoins passés. Donc vous voyez, on est sur une ligne droite, donc c'est les quantités de céréales qu'on doit produire dans le monde, et avec une ligne droite, et où ils estiment qu'on va on va passer plus au-dessus de la ligne droite, liée justement à cette transition des régimes alimentaires. Et ça ne se répartit pas du tout de façon équivalente dans le monde. Les pays industrialisés ont une augmentation qui reste très régulière. Bon, les pays en transition sont peu nombreux, et évidemment, le gros du paquet, il se trouve dans les pays en voie de développement, sachant que dans cette cartographie-là, de mémoire, l'Inde est dedans, dans les pays dits en développement. Bon, peu importe qui est où, mais dans tous les cas, de toute façon, ça augmente. Et passer de
En gros, ici, sur la partie céréales, on a vraiment 70% d'augmentation. Alors, comment on peut faire ça? C'est assez simple. Le premier point, c'est limiter les pertes. C'est vraiment le chantier qui mérite énormément d'attention. Et c'est sans doute le sujet sur lequel on n'a pas assez bossé. Ça, c'est très clair. En production agricole, donc, en gros, vous pouvez faire dans la chaîne qui va depuis ce qui est disponible sur une parcelle agricole jusque ce qui rentre dans la bouche du consommateur. Vous pouvez en gros faire deux parties, ce qui va depuis la parcelle agricole jusqu'à la première transformation, et puis de la première transformation à la bouche du consommateur. Dans les pays développés, on a à peu près 30% qui se perd entre la première transformation et la bouche du consommateur. Et dans les... c'est caricatural ce que je suis en train de dire. Et dans les pays en voie de développement, c'est le contraire, c'est 30% avant. Donc dans tous les cas, c'est 30%. Alors il y a des systèmes de production où on fait beaucoup mieux que ça, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup plus que ça. C'est par exemple les productions de produits laitiers, où on perd beaucoup de fourrage avant, parce qu'on ne l'exploite pas suffisamment bien, et puis on perd 30% après. Donc on a vraiment un sujet de travail là-dessus, et qui doit mériter d'être mis très très haut à l'agenda. Et en fait, là, pourquoi on ne le travaille pas plus? C'est que limiter des pertes, ça ne génère pas beaucoup de choses en termes de produit intérieur brut. Et puis surtout, alors ça c'est un peu cynique ce que j'ai dit, mais surtout en fait les leviers pour réduire ça ne sont pas du tout les leviers qu'on a mobilisés jusqu'ici. Parce qu'on a mobilisé des leviers pour augmenter la production, augmenter l'efficience industrielle, augmenter les volumes transportés, tous ces aspects-là, augmenter les chaînes de froid. Et limiter les pertes, ça suppose de penser autrement. Voilà. Donc c'est un vrai travail. Bon, une fois qu'on aura limité les pertes, le deuxième point, c'est qu'il faut augmenter les productions. Et augmenter les productions, ça passe d'une part par augmenter l'efficience des intrants, c'est-à-dire avec, c'est comme le disent un certain nombre de ministres, et en particulier le nôtre, c'est produire plus avec moins. Et produire plus avec moins, ça veut dire augmenter les efficiences. Et donc vous augmentez... si vous n'augmentez pas le numérateur, vous diminuez le dénominateur. Et puis augmenter les rendements utiles, ça veut dire qu'il faut à un moment donné pouvoir réussir à déplafonner des maximums ou des choses qui nous apparaissent plafonnées aujourd'hui. Donc ça, c'est l'équation nourrir, mais si elle était la seule, ça serait trop simple. Le deuxième point qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on a des acteurs qui travaillent là-dedans. Et dans les acteurs, on peut les mettre en trois grandes catégories. Les premiers qui sont un peu au cœur de la problématique produire, c'est les agriculteurs. Alors, on peut regarder les agriculteurs du monde selon à peu près la même problématique qui est... Alors, encore une fois, vous allez dire c'est à très grand coup de cercle, mais vous verrez que vous pouvez assez facilement décliner cette question-là à peu près partout, à la fois en termes de population et de taille des exploitations. En fait, tout ça résulte d'une seule et même équation qui est ici. Alors, elle n'est pas sous forme mathématique, mais... les agriculteurs travaillent à résoudre une équation différentielle constante qui est d'optimiser cette fonction, donc produire, avec un facteur rare qui est la terre, parce que pour en avoir plus, il faut la prendre à son voisin, avec un facteur cher qui est le travail, et pour faire ça, pour trouver la meilleure adéquation entre ces deux choses-là, ils maximisent l'utilisation des consommations intermédiaires. Et vous voyez assez facilement que selon le prix de la terre, le prix du travail et le prix des consommations intermédiaires, le prix étant lié à la disponibilité, eh bien, l'ajustement, il ne se fait pas au même endroit. Et donc, dans des pays où le travail, la main-d'œuvre est très chère, s'il n'y a pas beaucoup de terres disponibles, comme c'est le cas en Europe, on va avoir tendance à augmenter énormément la consommation, des consommations intermédiaires, donc les intrants, avec tous les dégâts que ça peut imaginer, sur lesquels on parlera après. Si vous êtes dans des milieux où la terre est très peu rare, eh bien, vous allez augmenter les surfaces cultivées. C'est ce qui est en train de se passer en Amérique latine et en particulier en Argentine, où on a des extensions de surfaces cultivées en allant utiliser des surfaces qui aujourd'hui sont laissées, pas en jachère, mais en zone naturelle. Et donc voilà. Et puis là où vous avez beaucoup de main-d'œuvre, type ce qui se passait en Chine et ce qui va encore se passer pendant quelques temps, eh bien vous utilisez énormément la main-d'œuvre et donc vous remplacez des consommations intermédiaires par la main-d'œuvre. Donc voilà, on est tout le temps dans cette logique-là. C'est une logique assez simple. Et donc, évidemment, ça se traduit dans une même logique avec des très grandes disparités à l'échelle mondiale, mais que vous pouvez expliquer par ces trois facteurs-là.
Alors les économistes, ils me tireraient comme un lapin dans un magasin, mais c'est quand même ça en grande ligne que l'on a et qu'on doit continuer à optimiser. Alors dans les pays, on voit les pays développés, et en particulier par la capacité qu'il y a eu à mobiliser beaucoup de consommation intermédiaire, on a eu des gains considérables de productivité, donc de productivité du travail, qu'on peut ramener combien un agriculteur pendant une journée nourrit de personnes. Mais ça c'est fait parce qu'il y a eu des développements technologiques. On a développé des machines, des engrais, des produits, mais parce que ces consommations intermédiaires, elles étaient disponibles, on a eu des gains de productivité absolument considérables. Et donc ça se traduit dans l'Union européenne, par exemple, mais ça se traduit aussi, selon la même logique, dans les autres pays du monde, par une forte réduction du nombre d'exploitations, et donc avec toutes les conséquences que ça peut avoir, notamment sur les activités en zone rurale. Ça se traduit, et c'est là que c'est plus grave et qu'on commence à toucher à un deuxième problème après celui que je disais sur les consommations intermédiaires, c'est que vous avez une très forte augmentation de la taille des parcelles et donc en conséquence les mosaïques paysagères elles changent et là où vous aviez un certain nombre de services rendus par les éléments fixes du paysage, les haies, les fossés, les chemins enherbés qui hébergent un certain nombre d'auxiliaires, ils hébergent aussi un certain nombre de ravageurs, mais ils hébergent un équilibre, un état d'équilibre, ce service qui était rendu ne peut plus être rendu vu qu'il n'y en a plus. Et là, on voit les difficultés de cette chose-là. Et puis, les exploitations étant de plus en plus grandes, il y a une forme d'exigence qui croît aussi sur le temps de travail. Et donc, il faut que le travail soit extrêmement rentable. Et donc, il n'y a plus de temps pour faire autre chose, ou plus beaucoup. Et puis, pour l'organisation. Et donc, il y a une forme de taylorisme qui s'installe dans ces exploitations de grande taille. Les acteurs agricoles, ils ont quelque chose dont je parlerai tout à fait à la fin, en espérant que j'ai le temps d'y arriver, c'est que comme tout individu totalement normaux, ils ont une aversion au risque. Alors l'aversion au risque, c'est quoi ? C'est la tendance que l'on a naturellement à surestimer le niveau de risque lié à quelque chose de peu risqué et à sous-estimer le risque de quelque chose qui est très très risqué. Alors c'est quelque chose que vous faites aussi. C'est pour ça qu'on prend des assurances, parce que globalement, en fait, on s'assure sur des choses qui sont peu risquées, mais on ne veut pas prendre de risques par rapport à ça. Et ce qui fait qu'on sous-estime le risque de quelque chose d'extrêmement risqué, c'est pour ça qu'on joue au loto. Si vous jouez à des jeux de hasard, vous savez qu'en moyenne vous perdez, mais vous jouez quand même. Voilà. Et donc il y a une forme de logique, mais tous les individus n'ont pas la même aversion au risque, et ça se modélise. Il y a tout plein de jeux autour de ça qui vous permettent de mesurer ça. Comme tout individu normaux, les agriculteurs ont une aversion au risque. Et il y a des choses qui maximisent l'aversion au risque. S'il y a quelque chose qui n'est pas sûr, que vous dites, bon, en gros, ça devrait marcher, mais alors, je ne sais pas trop, ou c'est compliqué, il y a une aversion au risque. Les choses immédiates, demain matin, sont moins risquées que la semaine prochaine et que dans 6 mois. Et donc, ça conduit tout le monde à privilégier le très court terme au long terme. Voilà, donc il y a une vraie problématique autour de l'aversion au risque. Et quand il s'agit de parler de transition et d'adoption de systèmes nouveaux, je reviendrai sur l'aversion au risque. Il y a un facteur qui est extrêmement important pour le monde agricole, comme pour tout le monde d'ailleurs, mais en particulier dans l'Union européenne, c'est le groupe d'acteurs économiques dont le niveau de formation a le plus évolué au cours des dernières décennies. Et c'est un enjeu absolument considérable puisque c'est un facteur d'adoption de nouveautés. Ça peut aussi être un facteur d'adoption de quelque chose que vous ne souhaitez pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Et c'est pour ça que, autant en Europe que partout ailleurs dans le monde, l'investissement dans la formation, c'est un investissement absolument vital. Et puis la formation continue aussi, évidemment. Alors ça, c'est un des groupes de la chaîne de valeur. On a 2 autres acteurs qu'il faut considérer avec beaucoup, beaucoup d'attention. C'est l'aval, donc la première et la deuxième transformation. Ça ne sert à rien de produire quelque chose s'il n'y a pas une entrée dans une chaîne de process. Parce que la part que l'on consomme qui n'est jamais transformée est incroyablement faible. Même si on parle de circuits courts, et d'ailleurs tout le monde assimile circuit court avec circuit à 0 transformation, ce qui est une forme d'erreur. Il n'y a pas beaucoup de circuits courts, il n'y a pas une forme de process. Donc les exigences de l'aval, c'est globalement un approvisionnement régulier, suffisant en volume, de qualité prévisible, pas de très bonne qualité, il faut que la qualité soit régulière,
Et avec la particularité dans le monde agricole que c'est un acteur qui ne se délocalise pas ou qui se délocalise extrêmement mal. Parce que d'une part, la matière première est pondéreuse. Globalement, les produits agricoles, c'est de l'eau à peu près bien emballée. Mais c'est quand même des choses qui sont extrêmement riches en eau, à l'exception des grains. Mais ça vaut de toute façon, c'est extrêmement pondéreux et la valeur par kilo n'est pas très élevée. Et ça se délocalise mal parce que globalement, les entités de transformation sont de très grande taille. Laval a été extrêmement efficace en Europe, enfin en France, en Europe et dans le monde, parce qu'on a créé des usines extrêmement grandes. Donc on a fait des économies d'échelle, on a spécialisé des usines, et les économies d'échelle sont obtenues par des entités de très grande taille qui ne se délocalisent plus. Voilà. Et donc par exemple, si vous avez une laiterie, les laiteries, les unités de transformation les plus modernes en France traitent entre 200 et 400 millions de litres de lait par an, vous ne délocalisez pas une entité comme ça. Au pire, vous la fermez, mais vous ne la délocalisez pas. Ou vous ne la relocalisez pas. Donc ça, c'est un élément vraiment important, et vous ne pouvez pas avoir un certain nombre d'évolutions s'il n'y a pas une prise en compte de l'aval. J'en parlerai un peu après. Et puis, il y a les consommateurs, qui sont des individus absolument étranges. Ils ont deux préoccupations et deux éléments surprenants. Le premier, c'est qu'ils ont une très forte préoccupation environnementale. Bon, une très forte sensibilité environnementale, ça c'est le bout citoyen du consommateur. Ils ont une très forte préoccupation santé, ils ne veulent pas tomber malades et ils exigent que tous les risques en fait, soient couverts par une forme d'encadrement par la loi. Et c'est d'autant plus fort que dans les pays d'Europe occidentale. Donc là, ce n'est pas le consommateur citoyen, c'est le consommateur potentiellement malade. Sa particularité, c'est qu'il est de plus en plus urbain, et puisqu'on est avec un peu plus de 70% de la population européenne qui aujourd'hui vit en ville, et donc ça se traduit par une forme de distance croissante à l'acte de production. Pour la plupart des gens qui vivent en ville, enfin des enfants qui vivent en ville, le seul endroit où ils voient des animaux, c'est le salon de l'agriculture, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec une exploitation agricole. Et donc la découverte que le lait, il est dans le pis d'une vache avant d'être dans une boîte en plastique ou en papier, bon, c'est une forme de traumatisme, mais c'est quand même la réalité. Et puis la particularité de ce consommateur, c'est qu'il rentre dans le magasin en disant qu'il a une préoccupation environnementale et une préoccupation santé, et il sort du magasin en regardant le prix. Voilà. Et c'est quand même cet élément-là qui pèse énormément sur l'ensemble des actes de production. En 1960, le Français moyen consacre 26% de son revenu à son alimentation. En 2013, c'est un peu moins de 13%. Voilà. Et voilà, c'est cet élément-là qu'il faut avoir présent à l'esprit, et cet élément-là se traduit par une pression sur l'ensemble des actes de production. Ça, c'est la dimension humaine, donc c'était le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est la prise en compte de l'environnement. L'environnement, bon, je viens de le dire, c'est une demande croissante de la société. La particularité, c'est que ça s'exerce à des pas de temps différents. Sur le court terme, en gros, vous pouvez dire on doit réduire l'impact sur le milieu qui est sous pression, en particulier liée aux pratiques qu'on a eues dans les dernières décennies. Maîtriser la population par les nitrates, la présence de pesticides et la question de la biodiversité. Donc c'est des impacts entre guillemets, collatéraux de l'augmentation de la mobilisation des consommations intermédiaires. Et donc là, en fait, les directives européennes, les décisions nationales traitent de cette question-là, c'est le court terme. À moyen terme, ça sera un peu plus compliqué ou un peu plus amusant, comme vous voulez, c'est qu'en fait, on va vers une forme de crise de ressources, qui est vraie en fait au niveau national et qui est vraie à l'échelle mondiale. La ressource en eau, et c'est la problématique mondiale, cette question-là. Comment assurer une alimentation, une ressource en eau pour les consommateurs et une ressource en eau pour l'agriculture. Le deuxième point dont on ne parle jamais, c'est la ressource en phosphore. Alors le phosphore, c'est un des 3 composés majeurs dont les plantes ont besoin pour pousser. Elles ont besoin d'azote, de phosphore et de potassium. L'azote, il y en a beaucoup, et en particulier, il y en a beaucoup dans l'air, et on a tout plein de méthodes pour le faire rentrer dans le cycle de production. Le potassium est quelque chose qui n'est pas très limitant. Par contre, le phosphore est quelque chose qui est extrêmement limitant aux plantes parce qu'il a la très mauvaise idée, quand on l'apporte sous forme soluble, de devenir insoluble dans les quelques mois qui suivent. Et une fois qu'il est insoluble,
il est insoluble forever. Voilà, ou presque forever, ou en tout cas pour des pas de temps très très longs. Alors la particularité du phosphore, c'est qu'on a des réserves assez significatives à l'échelle mondiale, selon les spécialistes, entre 40 et 250 ans. Bon, vous allez dire, ça va quoi. Le problème qu'il y a, c'est que c'est détenu essentiellement par un pays. Alors non, en fait, il y a trois pays qui en ont pas mal. Bon, il y a la Tunisie, on en a entendu parler quand il y a eu la révolution tunisienne, mais en fait, les réserves ne sont pas énormes. Il y a la Chine, mais la Chine utilise absolument tout ce qu'elle produit, et le reste se retrouve au sud du Maroc et dans le Sahara occidental. C'est tout. Il y en a nulle part ailleurs. Et la conséquence de ça, c'est que s'il y a une crise majeure, enfin c'est un problème stratégique, là. Vous avez une crise, toutes les réserves sont détenues par un pays. Voilà. Donc autant vous dire que ça génère une forme de fragilité. Alors, c'est pas pour demain matin, hein, c'est pour à moyen terme. Et puis le vrai problème qu'on a derrière ça, c'est que le jour où on aura épuisé ces ressources-là, on va devoir tout revoir. Tout revoir. Si ça vous intéresse, je peux vous expliquer comment il faudra faire. Mais comme ça sera dans longtemps, je ne serai plus là. Vous débrouillerez avec. Et puis le vrai problème après que l'on a aussi, c'est que c'est la ressource en énergie fossile. L'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. On a découvert un truc merveilleux qui est le gaz de schiste, mais ça reste des énergies fossiles. Et le problème d'une énergie fossile, c'est le problème d'une baignoire qu'on avait tous quand on était en école en primaire. C'est une baignoire qui se vide. On sait à peu près à quelle vitesse on le vide, on sait qu'elle ne se remplit pas, et la seule incertitude, c'est la taille de la baignoire. Mais la seule certitude, c'est qu'un jour, elle sera vide. Voilà. Alors vous allez dire, mais c'est pas très grave, elle est grande, elle n'est pas si grande que ça. Et puis la production agricole est calamiteuse sur le plan de son efficience énergétique. Si vous prenez la ferme France, si vous faites le ratio de l'énergie que l'on sort sous forme alimentaire rapportée à l'énergie fossile qu'on a rentrée, et donc je ne parle pas de l'énergie incidente, de l'énergie solaire incidente, juste de l'énergie que l'on sort sous forme alimentaire rapportée à l'énergie fossile que l'on a mobilisée, le rapport est de... Qui avance un chiffre? Parce que je suis le seul à parler pour le moment, donc vous avez le droit de parler maintenant. C'est combien? 1,5? C'est 1. C'est 1. Donc, alors c'est 1 parce qu'on a des productions animales qui sont pas bien du tout. Donc il y a une production animale qui est bien, c'est le lait. Les productions de viande blanche, comme la volaille, c'est 0,33. Le porc, c'est à peu près pareil, un tout petit peu moins bien. La viande rouge, c'est 0,12. Et puis ce qui est très bien, c'est les grains. On est à 3 sur du blé, à 4 sur des oléagineux et 7 ou 8 sur de la betterave, quoi. Mais comme encore une fois, je vous disais tout à l'heure, on a tendance à consommer de plus en plus de produits carnés et de moins en moins de produits végétaux. On arrive à ça. Donc on a un vrai problème. Et donc les gens très optimistes, ils disent qu'on en a pour 40 ans, les pessimistes, il y en a pour 25. Mais dans tous les cas, il n'y en aura plus. Et si vous n'avez plus d'énergie fossile qui rentre, avec un truc qui a efficience de 1, les matins s'annoncent difficiles, quoi. Bon, là, il y a aussi des choses, il y a aussi des leviers. On est capable de concevoir des systèmes avec une efficience énergétique de 2, 3, 4, sans aucune difficulté. Mais ça suppose de changer pas mal de choses, on pourra y revenir aussi. Et puis, à très long terme, il y a le truc qui fait pâlir tout le monde, c'est le changement climatique. Alors, de combien il sera, on n'en sait strictement rien. Vraisemblablement, on va d'abord sentir beaucoup plus les variations des extrêmes climatiques qu'une tendance de fond. Donc pendant très longtemps, encore pendant au moins 2 décennies, les variations interannuelles vont masquer la tendance de fond, au moins chez nous. Les scénarios pour 2070, entre 2070 et 2100, en France, sont assez dramatiques, puisque globalement, c'est le sud-ouest. Vous faites une diagonale en France allant de Nantes à Marseille, et au sud-ouest de ça, vous avez en été plus 6 degrés. Plus 6 degrés sur ce coin-là, ça fait chaud, hein. Vous êtes à peu près à l'équivalent du nord du Sahara, quoi. Voilà. Bon. Comment s'y adapter? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être compliqué. Et tout le monde est persuadé qu'en fait, on pourrait mettre en avant exclusivement le rôle de mitigation de l'agriculture, c'est-à-dire, en gros, capturer du carbone pour éviter d'en libérer, quoi. Mais comme le problème de libération, c'est qu'en fait, on tape dans du carbone fossile,
que la Terre a mis quelque chose comme 600 millions d'années à immobiliser. Enfin, un peu moins que ça, en fait. Mais en gros, elle a immobilisé du carbone pendant 400 millions d'années. Et puis, est-ce que vous savez pourquoi, en fait, la Terre a arrêté d'accumuler du carbone fossile? C'est un truc qu'on a découvert il y a 1 an. C'est qu'en fait, il y a une mutation qui est apparue dans un champignon et qui lui a donné la capacité à dégrader la lignine. Et c'est cette date de mutation, la date de l'apparition de cette mutation, qui arrête le stockage de carbone fossile. Dommage, les mutations, c'est quelque chose. Bon, enfin bref. Donc, il n'en reste pas moins qu'on peut stocker tout le carbone que l'on veut dans le sol, mais de toute façon, tant qu'on va continuer à déstocker des millions de mètres cubes de gaz et de millions de tonnes de carburant, de toute façon, on contribuera à relarguer du CO2. Il n'y a pas de miracle. Alors vous allez dire, là, vous êtes complètement déprimé. Alors maintenant, comment on fait? En fait, on fait quelque chose d'assez simple, qui est ça. Donc là, je suis désolé, ça va commencer à se compliquer un peu, mais il y a un économiste, un dénommé Green, c'était pas un écolo, hein, c'était un économiste, qui en 2005 a publié un article dans Science qui se résume à cette simple figure-là. À l'époque, la question de la relation entre production et qualité environnementale se traduisait assez simplement en disant, mais tout compte fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre toutes les terres disponibles en culture avec des niveaux d'intensification assez faibles, et donc ça permettra de produire la ressource dont on a besoin, versus on intensifie un maximum un certain nombre de surfaces et le reste, on le met en grande réserve. Et donc ça se schématise assez simplement en disant, vous avez ici la fonction environnementale, là vous avez la fonction de production, et vous devez choisir et quel est l'équilibre que vous avez entre des terres qui ne sont pas productives et qui ont une bonne valeur environnementale, versus des terres qui sont très productives et qui ont un état environnemental catastrophique. Et ce que Green et ses camarades racontent, c'est que si vous êtes sur des fonctions de production qui sont linéaires, vous faites ce que vous voulez, ça ne changera rien. Voilà. Si vous êtes sur des fonctions de production qui sont de type concave, ça veut dire que dès que vous mettez un bout de terrain en culture, sa valeur environnementale s'effondre. Ben, il faut faire ce qui s'appelle du land sparing, c'est-à-dire que ce que vous mettez en culture, il faut l'intensifier, et le reste, vous le mettez en sauvegarde. Par contre, si à l'opposé, vous faites du land sharing, enfin, si vous êtes dans une relation convexe, c'est-à-dire que vous pouvez, quand vous mettez en production, ben, en fait, la valeur environnementale ne se dégrade pas immédiatement, ben, vous avez intérêt à ce moment-là à faire du land sharing, c'est-à-dire à mettre toutes les terres en culture, mais sans les intensifier de trop. Bon, c'est une vision très globale d'économiste, hein, mais ça a l'avantage d'être incroyablement structurant, parce que vous pouvez vous dire après, mais tout compte fait, où est-ce que l'on est en fait, dans cette histoire-là? Où est-ce que l'on est et comment on se déplace? Et puis plutôt, comment il s'agit de concevoir vers quoi on doit se déplacer. Et donc, si vous regardez là-dessus, les différentes révolutions qu'a connues le monde agricole français. En gros, vous pouvez dire qu'il y a eu 2 grandes révolutions et on va vers la 3e. La première grande révolution, c'est le moment où on augmente la fertilité des sols agricoles à partir de 1750, parce qu'on a découvert à ce moment-là que les légumineuses, qui sont un certain nombre d'espèces annuelles ou d'espèces ou d'arbres, qui ont la capacité d'aller attraper l'azote de l'air via des nodosités qu'ils ont au niveau de leurs racines et de le transformer en protéines. Donc ça permet d'abord de produire des protéines, et comme l'ensemble de l'azote qu'elle fixe, elle ne l'utilise pas, il y a une partie qui revient au sol. Et il a été découvert, le premier qui avait mis ça en évidence, c'était Olivier de Serres, qui a publié ça dans son ouvrage en 1600, son ouvrage de référence qui s'appelle Le théâtre de l'agriculture et le ménage des champs, dont je vous recommande la lecture. C'est un truc absolument remarquable. Très difficile à lire, c'est du vieux français, mais vraiment remarquable. Il est le premier à avoir parlé de ça. Mais il avait la chance, en fait, là où il a travaillé, en Ardèche, là où il était, il y avait juste à côté de chez lui, dans le causse du Sauveterre, une population sauvage de luzerne. Il parle de luzerne dans son ouvrage, mais en fait, la luzerne n'était pas disponible ailleurs en Europe à ce moment-là. Donc il dit ça en 1600, puis ça reste lettre morte. Et entre 1730 et 1770, il se passe un certain nombre de phénomènes dont il serait trop long de parler ici,
même si historiquement ils sont assez amusants, mais qui conduisent en fait à de l'introduction de légumineuses et de 3 légumineuses dans les systèmes de production agricole français. D'abord le sainfoin, qui s'appelait à l'époque le trèfle de Bourgogne, la luzerne, qui est en fait un hybride intergénérique, et enfin les luzernes qui ont pu être utilisées à ce moment-là sont des hybrides intergénériques entre 2 sous-espèces assez éloignées l'une de l'autre, et non, interspécifiques, pardon, entre 2 espèces qui sont assez éloignées l'une de l'autre. Et le troisième, c'est le trèfle violet. Et on découvre à ce moment-là que quand on les introduit dans des plaines céréalières, les céréales qui suivent cette légumineuse ont une productivité qui est multipliée par 2. Alors vous allez dire, passant de 0 à 2 fois 0, ça ne fait pas beaucoup, mais quand même, ça change un peu la vie. Et donc on passe, en fait, dans l'ensemble du bassin parisien, de productivité de l'ordre de 7-8 quintaux hectares à 2 fois ça. Et ça induit une forme de chamboulement assez considérable, puisque la France, avant cette période-là, c'était un grand champ de céréales. Aujourd'hui, on a 2 fois plus de forêts qu'on en avait en 1800. Donc c'était un grand champ de céréales. Il n'y avait pas beaucoup d'élevage, contrairement à la représentation qu'on s'en fait. Et donc, si vous regardez ce qu'a produit cette première évolution fourragère, alors c'est vraiment à coup de serpe mon histoire, parce qu'il n'y a pas les chiffres, évidemment. Mais globalement, ce que ça a permis d'augmenter la productivité agricole globale, et on a plutôt eu une amélioration de l'état environnemental, parce qu'on a créé des mosaïques paysagères là où on avait un système totalement unifié. On a réduit les phénomènes de surpâturage qui se produisaient et qui étaient désastreux avec les phénomènes d'érosion. Enfin bref, ça a plutôt été une réussite, cette histoire-là. Bon, bref, mais malheureusement, Green n'avait pas encore théorisé, donc on ne savait pas. Après, il y a la deuxième qui, elle, effectivement, suit cette courbe-là. La deuxième révolution, c'est l'intensification qu'on connaît après la Deuxième Guerre mondiale, qui est une intensification par utilisation massive d'intrants. Bon, l'énergie liée à la traction, les tracteurs, qui se généralisent en France, en gros, dans les années 50. Les fertilisants, dont je parlerai juste après, et les pesticides, qui eux sont une création un peu plus récente. Toute la chimie de synthèse, en fait, fait une introduction systématique dans les systèmes de production agricole, en gros, au milieu des années 70. Avant, ils étaient utilisés en curatif, et puis à partir de là, milieu des années 70, fin des années 70, ils deviennent du systématique, voire du préventif. Alors les fertilisants, c'est quelque chose d'assez amusant. Alors tout le monde parle de l'engrais azoté. On a 2 grands intrants de synthèse, l'urée, mais qui est très peu utilisé en agriculture parce qu'il pose beaucoup de problèmes, et puis l'ammonitrate. Et l'ammonitrate est quelque chose qui a été peu utilisé jusqu'en 1950. Pourtant, c'est une création assez ancienne. C'est la première synthèse d'ammonitrate est réussie par 2 Allemands, Karl Haber et Franz Bosch, qui travaillaient à l'université de Munich et qui réussissent ça en 1909. Ils ont un Nobel de chimie d'ailleurs pour ça. Et tout le monde s'en fiche complètement. Sauf qu'il ne vous aura pas échappé qu'un peu après 1909 arrive la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale, la première décision que prennent les Alliés, c'est d'imposer un blocus à l'Allemagne. Et la fertilité azotée qu'utilisait l'Allemagne, c'était la même que nous. En fait, on faisait venir de l'engrais azoté fossile, le guano, dont vous avez tous entendu parler, qui étaient des montagnes de déjection d'oiseaux dans des zones sèches. C'est en fait un équilibre assez intéressant entre azote, phosphore et potasse. Et c'est surtout l'azote qui était intéressant. Et donc, tous les pays d'Europe recevaient des bateaux de guano qui venaient en particulier de l'hémisphère sud. Et donc les Alliés en fait, bloquent le détroit de l'Øresund qui passe entre le Danemark et la Suède. Et donc l'Allemagne se retrouve étranglée sur le plan de la fertilité. Et le Kaiser donne tous les moyens possibles à l'université de Munich pour que la synthèse devienne industrielle. Et la première synthèse industrielle avec vente aux agriculteurs arrive en 1917. Voilà. La petite histoire rattrape la grande. Il faut savoir que la France a arrêté ses exploitations de stocks de guano en 1960 seulement. Voilà. On avait des stocks de guano dans des îles de l'océan Indien. Donc voilà, ça c'est la deuxième révolution industrielle. Et la vraie question que l'on a maintenant, sur cette courbe-là, on est ici, quoi, hein, c'est où on va. Et la question, c'est quel est le champ des possibles. Et en fait, plus que quel est le champ des possibles, c'est comment on l'explore, comment on s'organise. Est-ce qu'on va vers là? Sachant que pour moi, c'est hors de question d'aller vers ici, hein, voire encore pire, d'aller vers ça.
Donc, est-ce qu'on va vers ça? Est-ce qu'on peut trouver des productions, des modes de production qui améliorent énormément la production, la valeur environnementale sans dégrader trop la production, voire est-ce qu'on est capable d'explorer quelque chose là? Est-ce que c'est possible et si oui, à quel coût? Alors à titre personnel, enfin plus que personnel, mais je suis absolument persuadé qu'il existe des systèmes ici, et donc, dont on peut améliorer la valeur environnementale et augmenter la production. Je vous dirai après pourquoi. Alors la question c'est, vous allez dire que je suis très gentil en disant comment on explore le champ des possibles. Mais pour explorer le champ des possibles, encore faut-il avoir un cadre sur lequel on s'appuie. Et c'est là que l'agroécologie arrive, puisque l'agroécologie, en fait, définit une forme de nouveau paradigme pour réussir à faire ça. Donc un nouveau cadre de pensée. Alors l'agroécologie, c'est en train de devenir un terme valise, à peu près aussi valise que le fut le développement durable, que le fut et que l'est encore la bioéconomie. C'est-à-dire que sous un même mot, tout le monde met à peu près tout. Et donc en gros, agroécologie est un petit peu en train de se transformer en je mets du vert clair sur quelque chose. Et c'est tout à fait autre chose que ça. Alors, comme le disait Vézel dans un article extrêmement intéressant qui a été publié dans Agriculture for Sustainable Development en 2009, l'agroécologie est à la fois une discipline scientifique, donc c'est une forme d'hybride disciplinaire entre de l'agronomie et de l'écologie. C'est aussi un mouvement social et c'est aussi des pratiques agricoles. Donc il faut retrouver nos petits là-dedans. Mais en fait, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau, hein. Le premier qui a parlé de ça, c'est Benzine dans deux papiers, en 1928 et en 1930, qui évoquent en fait la question, la démarche de l'agroécologie, et d'ailleurs de l'agroécologie dans des processus assez productifs et assez intensifs, quoi. Donc, où il évoque ce que ça peut apporter. Donc en gros, on est en train de faire du recyclage, mais après tout, le recyclage est aussi une clé de la durabilité. Alors, sa discipline, en fait, elle est organisée selon 3 grands axes et déclinée après en 5 principes selon Altieri, qui est celui qui a sans doute le plus cogité en Amérique latine sur ces questions-là. Alors les grands axes, c'est boucler les cycles biogéochimiques. Alors boucler, c'est quoi? C'est dire qu'aujourd'hui, les cycles carbone, azote, phosphore, on ne cherche pas à les fermer en fait. On apporte du carbone, enfin pas du carbone, on essaie d'attraper le carbone, on apporte de l'azote, on apporte du phosphore et on essaie d'en retirer un maximum, et tant pis s'il y en a qui partent en dessous. Boucler, ça veut dire qu'en fait, on tombe dans des économies plus circulaires, et en particulier, la traduction de ça, c'est comment, dans des effluents d'élevage qui ont les animaux, en fait, sont des très mauvais fixateurs de l'azote qu'on leur apporte et du phosphore qu'on leur apporte. Nous sommes encore pires, hein, puisque nous ne captons rien. Voilà. Mais donc les animaux captent très peu, donc il y a beaucoup de restants dans les effluents d'élevage. Les effluents d'élevage sont aujourd'hui considérés comme étant des sources de pollution. Parlez-en aux Bretons, vous allez voir. Et c'est comment on arrive à transformer ce regard sur les sources de pollution en disant que c'est des éléments de fertilité. Et si vous les utilisez comme fertilisants, vous avez bouclé des cycles. C'est la mobilisation des grandes régulations biologiques. Vous contrôlez plus les maladies et les bioagresseurs à grands coups de pesticides, vous les contrôlez à grands coups de régulation biologique. Et vous dites tout ça, c'est un écosystème qui doit se mettre à l'état d'équilibre, avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Et puis, le troisième point, c'est qu'il faut changer d'échelle. Faut passer d'un tabouret à une grande échelle. Non, c'est pas ça. C'est que plutôt que de réfléchir chaque composant d'un système de production indépendamment les uns des autres, et donc au lieu d'optimiser ce qui se passe sur une parcelle indépendamment de tout le reste, vous réfléchissez à l'échelle du système de culture, et c'est comment je cherche le maximum de ce système-là. Vous allez très vite voir à la fin de ma seconde partie tous les inconvénients de ce truc-là. Et donc, Altieri traduit ça en 5 principes. Hein. L'optimisation du recyclage, assurer des conditions de sol. Le sol, en fait, étant en fait ce qui va favoriser les éléments, le recyclage et une forme de stabilité. En particulier, il y aura un certain nombre de régulations biologiques qui vont se faire vers le sol. Minimiser les pertes de flux, favoriser les interactions biologiques positives et diversifier l'agro-système. Alors, je sais pas, oh là, je parle depuis 40 minutes, c'est beaucoup trop long. Ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques questions si vous en avez, et si vous n'en avez pas, je passe à la partie 2, qui est beaucoup plus compliquée que la première. Ça, c'est pour que vous restiez en fait jusqu'à la fin. Comment vous voulez qu'on fasse? On prend les questions si vous en avez?
Pierre Leroy. Monsieur Huyghe, j'étais un peu surpris par votre première diapo. Je ne sais pas si on peut y revenir. C'est pas trop compliqué? Oh, tout est possible. Tout est possible. Allez, ça va être plus simple comme ça. C'est celle-là? Ah non, c'est la deuxième alors. Ça, c'est encore trop simple. Celle-là alors. Voilà. Vous dites gérer la pénurie. Ce terme-là, c'est en fait un terme que j'ai emprunté au 3e rapport du SCAR. Le SCAR étant le Standing Committee for Agricultural Research à l'échelle de l'Europe, qui a remis un rapport en 2011 et qui a intitulé son rapport « Besoin de production, gérer la pénurie ». Voilà, j'aurais dû rendre à César ce qui était à César. Ou à Malthus. Ben là, c'était à César. Bon, mettons. Mais c'est contradictoire avec ce que vous nous avez dit au départ. Parce qu'au départ, vous nous avez dit qu'il y avait suffisamment de nourriture pour nourrir le monde. Donc, avoir un titre après cette introduction qui s'appelle « Gérer la pénurie », moi, je trouve qu'il y a une contradiction. Mais peut-être que je ne raisonne pas bien. Deuxièmement, vous dites une contrainte forte sur la disponibilité des terres. Alors là, je suis surpris aussi parce que j'ai le souvenir d'une étude qui a été faite par l'une de vos collègues, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Laurence Roudard. Et dans cette étude, qui n'est pas vieille, hein, mais peu importe, elle démontre que les terres disponibles au niveau mondial, sans toucher aux forêts, hein, parce que ça, évidemment, il ne faut pas, et en prenant uniquement en compte les terres de productivité moyenne, on a une disponibilité de 70% supérieure à l'utilisation actuelle. Donc, dans ces conditions, la contrainte forte sur la disponibilité des terres, là non plus, je ne comprends pas, à moins que je ne raisonne pas bien. Si, vous raisonnez très bien, c'est parce que j'ai mal expliqué. En gérer la pénurie, c'était on a aujourd'hui ce qu'il faut. Si on dit business as usual, passer à 9 milliards, on va se retrouver en situation de pénurie. Voilà, donc c'était pour traduire ce besoin d'avoir une fourniture supplémentaire. On peut absolument démontrer l'inverse. Si j'avais 5 minutes, je le ferais, mais ce n'est pas le sujet. Bon. Mais bon, ça peut être matière à débat. Alors après, sur la disponibilité des terres, c'est mobiliser des terres à faible fertilité qui aujourd'hui rendent des services environnementaux. Et c'est ce point-là, alors attendez, vous n'allez plus rien voir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ce point-là qui conduit à ça. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui avec 70%, enfin une grande part de terrain à très faible fertilité et à forte valeur environnementale, ou à fertilité. On n'a quand même pas énormément de terres à très forte fertilité non utilisées. Il y en a vraiment très peu. Et est-ce que toutes ces terres-là, il faut les mettre en production ou pas? C'est ça la question, le débat qui est là. Des terres, ce qui est aujourd'hui en train de se passer, les grands réservoirs sont en Amérique latine. Et bien, ce qui est en train de se passer en Amérique latine, sur le plan des conséquences environnementales, ne sont pas absolument satisfaisants. Un certain nombre de responsables brésiliens considèrent que globalement, la mise en culture du Pantanal ne pose pas de questions. C'est des réserves de biodiversité absolument énormes. Il y a beaucoup d'eau, les terrains ne sont pas de qualité exceptionnelle. Il faut mettre en place du drainage et tous ces aspects-là, ce que mécaniquement on sait faire. On va produire beaucoup, au moins au début, mais en termes d'impact environnemental, ça peut être considérable. D'où cette question-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, je dis qu'il faut savoir à quel prix on le fait. Voilà. Et on n'a pas beaucoup de terrains de très forte fertilité qu'on n'a pas mis en valeur. Après, ce qui risque de se passer avec le changement climatique, c'est l'apparition de terres nouvelles. C'est ce qui va se passer dans tout le nord de la Russie. Et dans tout le nord de la Russie, le réchauffement climatique va faire en sorte que des terres vont devenir disponibles. Mais là aussi, à quel coût? En fait, ce qui va se passer, et c'est ça qui est le phénomène d'accélération du réchauffement climatique, c'est que chaque fois qu'un sol se réchauffe, il dégage du CO2. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des sols fertiles en zone tropicale. Pourquoi ça se lattérise aussi vite? C'est que la matière organique se dégrade incroyablement vite.
Si vous avez des sols dans des régions très froides, les sols en région très froide n'ont aucune difficulté à avoir 10% de matière organique parce qu'ils sont très froids. La dégradation microbienne, elle est incroyablement lente. Si la température se réchauffe, ça s'accélère, vous avez un dégagement de CO2, vous avez une période où effectivement ils deviennent fertiles. Mais là aussi, en fait, la mise en culture va favoriser les émissions de CO2. On est toujours dans... Et moi, mon propos n'est pas de dire il y a un truc qui est bien ou pas bien. Il faut savoir quels sont les états d'équilibre auxquels on touche. Voilà. Une autre question ? Oui ? Oui, bonjour, Alice Pilet. J'avais une question, vous parliez à un moment d'augmenter les rendements utiles comme solution pour augmenter la production, déplafonner ce qui nous apparaît comme plafonné. Est-ce que vous pourriez donner un exemple concret, puisque moi j'ai du mal à voir ce que ça peut signifier. L'exemple de ça, alors encore une fois, c'est des options qui sont évoquées par différentes études. Aujourd'hui, à l'échelle européenne, on se rend compte que les rendements du blé depuis 1995-98 sont quasiment à l'horizontale. Et ça, c'est vrai pour l'ensemble des pays d'Europe occidentale, qui est en fait la zone du monde avec les plus hauts niveaux de production moyens. Et si vous voulez augmenter la production, vous devez déplafonner ce rendement-là. Et donc, déplafonner ce rendement-là, c'est de savoir qu'est-ce qui les bloque à ce niveau-là et lever les freins à ce blocage-là. C'est pas franchement un chemin que la France a choisi de retenir, mais par exemple, c'est un chemin que la Grande-Bretagne a choisi de retenir. Et donc, en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a lancé dans les dernières semaines, au travers de leur board de recherche, le BBSRC, un grand projet sur du blé à 200 quintaux, du blé à 20 tonnes dans 20 ans. Bon, c'est une forme d'orientation, ils ne vont pas y être, mais c'est de dire, voilà, il faut qu'on lève tous les freins et donc qu'on augmente par tous les moyens et tous les moyens technologiques les verrous que représente entre guillemets déplafonner. Voilà. Ce qui pose beaucoup de questions, ça suppose qu'il n'y a pas de plafond biologique, ce qui est quand même un peu surprenant. Or, il y a des plafonds biologiques, mais la proposition anglaise, pour moi, elle relève un peu d'une caricature. Il ne faut pas dire ça à David Cameron, mais c'est clairement une pensée qui n'a strictement rien à voir avec une approche système. Vous considérez que je prends le blé tout seul, et je pense le blé tout seul, et je vais déplafonner le blé. Quand je disais, je vous raconterai après comment on peut faire pour partir d'ici vers la droite, en fait. Voilà. Oui, James Koudao, moi je ne suis pas inquiet pour l'homme de pouvoir nourrir 9 milliards d'individus sur la Terre. Le vrai problème serait de savoir où se trouvent aujourd'hui les terres arables, comment on va pouvoir les exploiter et comment le Nord peut commencer déjà à gaspiller le moins possible par rapport au Sud. Voilà, on a beaucoup de gaspillage. Vous passez dans des quartiers ici, dans les poubelles, vous voyez déjà, il y a des activités, des gens qui exploitent les poubelles pour créer des activités rémunérées, je voudrais dire. Ils créent des activités rémunérées en exploitant les poubelles. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gaspillage qui se fait et le Nord doit commencer déjà sérieusement à ne pas pouvoir avoir 3 voitures par famille ou 4 voitures par famille. Mais en gros je partage complètement votre analyse. Là, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions qui sont à mettre en œuvre. Il y a des transitions à mettre en œuvre et des transitions qui doivent concerner absolument tout le monde. La vraie difficulté que l'on a globalement, c'est toujours de passer de l'idée qu'il n'y a pas... On serait tous très contents s'il y avait une solution simple que seuls quelques individus doivent mettre en œuvre. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde est très content de taper sur le monde agricole, entre guillemets, quoi. Parce que ça tombe très bien, ils ne sont pas très nombreux. Puis en plus, ils sont assez loin. Donc, mais non, mais c'est un peu ça quand même. Et on a toujours cette tendance, et je me mets dedans, hein,
cette tendance entre guillemets un peu simpliste qui consiste à dire il faut chercher une solution simple et si possible que ça concerne très peu de gens. Comme disent les Anglais, not in my backyard. Voilà. Pas chez moi. On a vraiment cette difficulté-là. La transition vers laquelle on va, vous n'êtes pas inquiet, moi je le serais peut-être un peu plus quand même, mais on a des marges de manœuvre à tous les niveaux. On a des zones. La vraie difficulté, c'est que tout ne va pas être réparti au bon endroit. Et qu'à partir du moment où ce n'est pas réparti au bon endroit, on n'est quand même pas dans une économie si ouverte qu'elle en a l'air, et que la ressource alimentaire, comme la ressource en eau, comme la ressource énergétique, sont de fait des situations de tension et des sources de tension. Voilà. Oui. Alors, les OGM. Je réponds à des interviews de journalistes 2 fois par jour sur les OGM en ce moment. Ils aiment beaucoup ça, en fait. Les OGM, c'est d'abord une technique. C'est comme si vous dites la radioactivité. Les OGM un OGM ne dit pas qu'est-ce que l'on fait avec ça. Donc un OGM, c'est une plante, une plante génétiquement modifiée, c'est une plante dans laquelle on a introduit un ADN qui n'est pas le sien par une méthode non conventionnelle. Et donc en gros, ça consiste à aller chercher un fragment d'ADN, de quoi coder pour 1, 2 ou 3 gènes, 4 pour les systèmes les plus longs, et qu'on a introduit dans une plante. Alors, une plante a en moyenne 30 000 gènes qui fonctionnent en parallèle. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas en apportant 2, 3 ou 4 système exogène qu'on va résoudre le problème. Ça marche quand on introduit un gène qui n'a pas sa fonction équivalente dans l'espèce. Et donc en gros, vous avez une situation où il n'y a aucune variabilité génétique, et par un transgène, vous créez une variabilité génétique. Mais là où vous avez déjà beaucoup de variabilité génétique, la transgénèse n'apportera rien, ou quasiment rien. C'est-à-dire que vous prenez la variabilité génétique sur la précocité, par exemple. La précocité, c'est quand même le premier facteur d'adaptation d'une espèce à son milieu. On n'a jamais parlé de transgène pour la précocité, simplement parce qu'un gène là-dessus, sur un truc où il y a déjà beaucoup de variations quantitatives, ça ne servira à rien. Donc, la transgénèse, elle n'a d'intérêt que quand on est sur des caractères qui n'ont aucune variabilité au sein de l'espèce. Et en fait, il n'y en a que 2 pour lesquels on a ce problème-là. Il y a la résistance à certains herbicides, pas à tous, hein, parce que si on peut désherber du blé avec des sulfonylurées, c'est parce que le blé il est résistant aux sulfonylurées. On oublie toujours de dire ce genre de choses. Mais donc c'est parce qu'il y a quelques désherbants pour lesquels il n'y a pas de variabilité ou presque pas de variabilité au sein des espèces. Le Roundup, il y en a 2 en fait, qui sont utilisables parce que les autres sont dangereux. Mais en gros, c'est le glyphosate et le glufosinate. Bon, voilà. Et je viendrai après sur ces 2-là. Et puis après, il y a la tolérance à certains insectes pour lesquels il n'y a pas de résistance naturelle chez les végétaux. C'est par exemple la pyrale du maïs. Et donc en gros, plus généralement, quelques grands groupes de lépidoptères. Mais pour le reste, on n'apporte pas grand-chose. La tolérance à la sécheresse qu'on met beaucoup en avant, c'est quoi la tolérance à la sécheresse ? Comment une plante fait pour résister à la sécheresse ? Elle a 36 moyens à sa disposition. Des fois, elle ne les utilise pas du tout, mais c'est 1, évaporer moins. 2, aller chercher de l'eau plus profond. 3, ne pas être en stade de reproduction au moment sensible. Vous tapez sur quoi ? Et vous pensez que tout ça, c'est contrôlé par un seul gène ? Mais non, vous avez des centaines de gènes qui sont régulés. Ça a été étudié chez le tournesol. Que fait un tournesol quand il est face à une situation de sécheresse ? Ils ont montré que ce qu'on appelle down-regulated ou up-regulated, donc des gènes dont l'expression varie quand il est confronté à une situation de sécheresse, il y en avait entre 2 et 3 000. Apporter un gène dans ce truc-là, je trouve qu'il y a une forme d'orgueil du scientifique de proposer ce genre de truc, quoi. Alors je sais qu'il y en a qui en ce moment se mettent beaucoup d'éléments autour de ça, mais non, ça peut apporter des solutions à quelques endroits. Là où on n'a pas de variabilité génétique, ça n'est certainement pas une solution à tout. Voilà. Et donc ça ne résoudra pas la faim dans le monde, ça j'en suis absolument convaincu. Ça apportera des solutions ponctuelles, mais c'est une technique comme une autre. Voilà.
Je continue? Je continue. C'est maintenant que ça devient plus compliqué. Bon courage. Hein. Alors, en fait, pour faire ça, il faut faire de l'innovation. Alors, l'innovation, c'est quoi? L'innovation, ça a été défini... le premier qui a parlé d'innovation, c'est dans des textes un peu consolidés, c'est Joseph Schumpeter en 1910, qui était en fait un économiste autrichien qui a fait sa carrière aux États-Unis et qui a été remarqué par un certain nombre de prix internationaux, non pas parce qu'il avait démontré qu'en fait l'innovation était au cœur du développement économique. Mais globalement, ce qui est intéressant dans sa définition ou dans la façon dont il représente l'innovation, c'est qu'en fait c'est une invention qui a rencontré un marché. Et on retrouve ce même esprit dans la définition donnée par l'OCDE en 2005 dans le manuel de Stockholm, où ils disent qu'en gros, c'est l'adoption d'un produit nouveau, d'un process nouveau ou d'une nouvelle méthode. Et donc, on a toujours cette question de « je crée quelque chose de nouveau et je dois conduire à son adoption ». Il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas les deux. Alors, les chercheurs, il y a beaucoup de chercheurs chez moi qui disent qu'ils font des systèmes innovants. En fait, non, ils ne font pas des systèmes innovants. Au mieux, ils sont inventifs, mais ils ne font pas de l'innovation parce que l'INRA, en tant qu'organisme de recherche, ne va jamais au marché. Il y a d'autres acteurs qui vont au marché. Donc il faut utiliser les bons mots pour parler des bonnes choses. Donc c'est un processus compliqué qui implique une très grande gamme d'acteurs, puisqu'on va retrouver la recherche, le développement, la formation et les acteurs économiques. Alors en fait, la difficulté qu'on a par rapport à ça, quand on veut faire de l'innovation, c'est qu'en général, on a tendance à rechercher des solutions simples. Et en fait, la vraie difficulté qu'on a, c'est d'éviter les hypothèses a priori. C'est-à-dire que IACA, voilà, les IACA faucons, c'est au milieu de ce truc-là. Alors, c'est des effets de fixation. Je vous ferai faire un exercice après sur ce qu'est un effet de fixation. On rêve aussi de grandes catégories, de grandes classes. Donc, par exemple, en agroécologie, on voit fleurir des écoles autour de ça. Donc, l'agriculture écologiquement intensive, l'agriculture de conservation. Certes, c'est bien les grandes catégories, mais il y a énormément de variabilité intra, et la vraie question, c'est de capturer cette variabilité intra. Et donc, la question que nous, on s'est posée, sur laquelle on a travaillé, c'est de favoriser une forme d'exploration systématique des systèmes de production à haute performance. Alors, pour faire ça, il y a les gens qui ont le plus réfléchi à cette question-là, c'est l'École des mines de Paris, à l'échelle mondiale, hein, c'est les meilleurs. Donc, c'est l'équipe de Armand Hatchuel et Benoît Weil, qui ont développé un cadre théorique qui est résumé ici, qui s'appelle la théorie CK. C pour concept et K pour knowledge. Et donc, ils disent que dans cette démarche-là, l'innovation repose sur le dialogue permanent entre la conception et la mobilisation de savoir. Les vieilles écoles de pensée qui consistent à croire que la recherche produit des choses et une fois de temps en temps, le marché passe et en capture un bout, ils disent ça ne marche pas. La conception se développe sous forme de lignes et de lignées, et vous avez un nœud, un verrou que vous devez lever, et pour lever un verrou, vous pouvez mobiliser des savoirs anciens, donc en gros des savoirs communs, des savoirs que vous pouvez réutiliser, ou alors, à un moment donné, questionner des savoirs nouveaux. Et donc ils disent, en fait, la conception, c'est des lignées, c'est des familles, et ils ont, par exemple, recréé ça pour la création de la lampe à incandescence par Edison, en fait. Qu'est-ce qu'il a dû faire sauter comme lignée? Et puis au contraire, les savoirs, en fait, c'est une formation en termes d'archipel. Et en fait, la vraie question qu'il y a autour de ça, c'est mais comment je sais quelles sont les voies à partir de là? Et l'école des mines dit clairement, en fait, la vraie difficulté qu'on a, c'est les effets de fixation. Alors c'est quoi un effet de fixation? C'est quand vous pensez que quelque chose est invariant alors que ce n'est pas vrai. Et il y en a tout plein de pièges autour de qu'est-ce qu'un effet de fixation. Alors je vais vous faire un petit exercice pratique. C'est à partir de cette figure-là, faites un carré. Mais en fait, il faut faire ça. Vous gardez celle de gauche, vous gardez celle-là, vous gardez celle-là. Voilà. Et là, vous avez 4, qui est le carré de 2. Alors, pourquoi je dis ça? Enfin, c'est un exercice simplissime, ce truc-là. C'est parce que quand je vous ai posé la question, à partir de cette figure, en fait, j'ai induit chez vous un effet de fixation. Je vous ai empêché de penser à autre chose qu'à une figure géométrique. Et des effets de fixation, on en a absolument partout
à tous les coins de rue. Et en fait, vous ne savez qu'il y a un effet de fixation qu'a posteriori. Et les effets de fixation, mais il y en a vraiment, vraiment partout. Alors, je vais vous citer un des plus rigolos que j'ai rencontrés. C'est les effets de fixation de groupe. Il y a l'université de Wageningen, qui est une des meilleures au monde en agriculture, en recherche agricole et agronomique, un restaurant pour les cadres et donc les chercheurs et les enseignants-chercheurs. Et quand vous êtes là-bas, vous pouvez accepter de participer à un suivi, à une cohorte alimentaire. Et donc, quand vous arrivez, une fois de temps en temps, certains jours dans la semaine, vous êtes pesé quand vous arrivez. On enregistre ce que vous choisissez et après, quand vous allez vous asseoir à une table, il y a une caméra qui suit, qui regarde comment vous fonctionnez. Bon, très bien. Là-dessus, il n'y a pas d'effet de fixation. Par contre, ils se sont rendus compte d'un truc amusant, c'est quand le chef passe le premier, ceux qui suivent mangent la même chose que lui, en tendance. Quand ce n'est pas le chef, les gens choisissent librement. Vous dites, bon sang de bois, la liberté, certes, mais elle est quand même un peu sous contrôle. Alors, des effets de fixation, on en a beaucoup autour de nous, et y compris en recherche agricole. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comment on peut aller plus loin sur la droite en termes de production. On a un effet de fixation majeur dans l'agronomie de l'Europe occidentale, c'est quand on parle des cultures annuelles. Les cultures annuelles égale 1 an. Et donc, en fait, on a passé nos 50 dernières années, pour les cultures annuelles, à allonger leur cycle le maximum pour qu'ils soient proches d'1 an. On avait des blés de printemps, on a fait des blés d'hiver. On avait des colzas de printemps, on a fait des colzas d'hiver. Moi, je m'occupais, quand j'étais très jeune chercheur, de lupins. J'avais des lupins de printemps, j'ai fait des lupins d'hiver. Bref, il fallait arriver à ce que ça fasse presque 12 mois. En fait, ce que faisant, c'est le blé d'hiver, par exemple, le blé tendre d'hiver qui a un plafond de rendement, et donc on n'arrive plus à augmenter. Les blés de printemps continuent à augmenter leur production. Et si vous dites, après tout, oublions qu'une culture annuelle égale 1 an, et après tout, je dis, elle peut égaler 2 fois, enfin, une culture annuelle égale 6 mois, et puis au lieu d'1 an égale 2 cultures. En fait, vous vous retrouvez à faire 2 cultures, une que vous exploitez en grain, l'autre que vous exploitez pour faire autre chose. Tiens, par exemple, du carbone renouvelable ou du carbone à des fins de tout ce que vous voulez. Et puis, après tout, plutôt que d'avoir des cultures qui se succèdent, si elles se chevauchent. Et donc, vous semez la culture N+1 alors que la culture N n'est pas récoltée. Et donc, en fait, à partir du moment où vous acceptez qu'il y a des variants quelque part, vous acceptez d'explorer un champ des possibles. Alors que spontanément, si vous dites une culture annuelle égale 1 an, ce n'est pas la peine d'aller chercher, quoi. Et là, le vrai défi que l'on a, c'est comment en fait, on explore de façon méthodique absolument tout. Voilà. Alors ça, c'était mon couplet, ce que je crois fondamentalement à ce genre de choses. Alors, en fait, on a systématisé ça en agriculture, en fait, en regardant une exploitation agricole et en essayant d'imaginer des systèmes presque automatiques d'exploration. Alors, comme la question qui nous était posée, c'était une exploitation agricole, je vais vous représenter une exploitation agricole. C'est simple, c'est ça. C'est situé dans une filière de production avec un aval et un amont, et c'est situé dans un territoire, c'est-à-dire avec des voisins et avec des contraintes. Voilà, avec des contraintes. Une exploitation agricole est composée de 2 choses, à savoir qu'il y a un système de décision et qu'elle a un système biotechnique qu'elle met en œuvre. Dans le système de décision, donc celui qui décide, celui ou celle qui décide, a des finalités, définit des objectifs en fonction de ces finalités et les décline soit en stratégie d'abord et en tactique après. Pour faire ça, il ou elle peut mobiliser des facteurs de production. Il ou elle va prendre en compte les contraintes internes, qui sont son climat, qui sont aussi son parcellaire, sa famille, son histoire, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'il ou elle a envie de faire. Et puis, elle va décliner ça dans son système de production, où là, pour des raisons d'exhaustivité, on avait à la fois des animaux à droite, des végétaux à gauche, et avec la possibilité de stocker et la possibilité de valoriser des effluents. Et pour faire ça, pour mettre en œuvre tout ça, l'exploitation va utiliser des consommations intermédiaires, celles dont je parlais tout à l'heure qu'elles vont être maximisées. Elles s'appuient sur un capital fixe, et donc elles vont mobiliser en accord avec le schéma de décision. Et donc tout ça définit les moyens de production de l'exploitation. Donc ça, c'est l'exploitation. Elle est sous le climat et donc son aléa. Elle est soumise à la réglementation.
je parlerai à la fin de la réglementation, j'y reviendrai. Elle est soumise à un contexte socio-économique, contexte de prix de matières premières. Dans la réglementation, on parle beaucoup de la PAC, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cahiers des charges, dont je vous montrerai après, qui peuvent être le meilleur et le pire. Et puis, sur la base de tout ça, en fait, elle va produire des biens alimentaires, donc c'est la fonction de production dont on parlait tout à l'heure. Elle va t'amener à les vendre, à les mettre en marché avec un certain nombre d'opérateurs qui sont ici, qui vont s'occuper de la collecte, de la transformation, de la distribution. Il y a même des consommateurs. Et en fonction des prix de marché, il y aura une viabilité économique de l'exploitation, donc qui vont se traduire en solde de gestion, et donc avec tous les éléments qui peuvent être déclinés à partir de là. Donc ça, c'est la fonction économique. Vous avez une pression sur le milieu, et donc en fait la question de l'environnement, tel que l'eau, l'air, le sol, la biodiversité, mais c'est aussi les consommations intermédiaires qui sont des mobilisations de ressources naturelles, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis au milieu de tout ça, et pour réussir à faire concilier la filière, le territoire, vous avez la dimension sociale qui est très souvent le parent pauvre de tous nos systèmes. Un système ne peut pas exister s'il n'est pas socialement acceptable. Et donc le premier qui doit l'accepter socialement, c'est l'agriculteur ou l'agricultrice. Et puis l'exploitation n'est pas seule, elle est dans un territoire. Et donc il y a une organisation spatiale autour de ça qu'il s'agit de gérer au mieux. Voilà. Une exploitation agricole, c'est aussi simple que ça, ou c'est aussi compliqué que ça. Et donc dans cette boîte ici, en fait, dans cette boîte, vous pouvez après ouvrir la boîte et ça donne ça. Voilà. Un agriculteur, il va mettre en œuvre des pratiques et des systèmes de pratiques, donc des combinaisons, des articulations de pratiques qui sont autour de ça. Donc on s'est amusé dans une démarche de réfléchir à ce qui pourrait permettre de concilier performance économique et performance environnementale, à lister des pratiques soit que des agriculteurs utilisent déjà, soit qui sont issues de la recherche et instruites par des instituts techniques agricoles. Alors, ce qu'on a fait à partir de là, c'est que pour les 200 pratiques élémentaires, enfin il y en avait un peu plus que 200, on a systématiquement caractérisé leurs performances élémentaires qui sont dans les 5 classes dont je parlais tout à l'heure, la production, l'économie, l'utilisation de ressources naturelles, l'impact sur l'environnement et la dimension sociale. Et pour chacune de ces pratiques, on peut dire si, quand je les mets en œuvre, toutes choses étant égales par ailleurs, est-ce que ça a un effet positif, c'est ce que vous voyez en vert, est-ce que ça a un effet plutôt positif, vert clair, neutre, c'est blanc, plutôt négatif, orange, vraiment négatif, rouge, et puis variable, c'est plus ou moins. Alors voilà, ça donne des matrices comme ça, qu'on a documentées au regard de la littérature scientifique et dont il faut documenter et discuter l'impact, et donc l'interaction avec le milieu biophysique, l'interaction avec le milieu socio-économique, c'est-à-dire que la performance économique dépend pas mal du prix du marché, enfin peut dépendre du prix du marché. Il y a une question de temps, c'est-à-dire que autant la performance économique se voit tout de suite, autant la performance sur l'environnement peut se voir sur des pas de temps très longs pour certaines pratiques. Et puis il y a la question non traitée, dans laquelle je reviendrai tout à fait à la fin, qui est la question des aléas et donc de la résilience. Alors vous allez dire, mais enfin, toute personne normalement constituée, donc vous, va dire, mais on ne met pas une pratique indépendamment des autres. Et donc comment on fait pour concevoir des systèmes les uns avec les autres? Alors là-dessus, on a fait un truc qui est importé de la théorie des graphes, qui est, vous pouvez mettre en œuvre 2 pratiques ensemble. Vous pouvez relier les pratiques par une matrice de 1, de 0 ou de moins 1. C'est que si la pratique 2 a intérêt à être mise en œuvre avec la 200, je lui mets un 1. Si elle est incompatible, je lui mets un moins 1. Et si elle est indépendante, je mets 0. Des pratiques indépendantes, il y en a beaucoup. Labourer et écorner des bœufs, sauf erreur de manœuvre, ça ne doit pas être lié. Et c'est des matrices comme ça. C'est des matrices assez longues à remplir, parce qu'avec des 0 et des 1, et 200 x 200, ça fait quand même 40 000 cases. Donc on finit par en avoir un peu par-dessus la tête, mais ça s'analyse assez facilement avec une métrique qui s'appelle Fruchtenmein-Reingold. Ça vaut la peine d'être noté. Et donc, vous allez dire, mais qu'est-ce que vous sort de ça? En fait, on sort ça. C'est joli, ça, en fait. Alors en fait, ça, c'est pour ça, j'étais sûr que vous diriez ça. Donc, en fait, ce truc-là est assez amusant parce que ce système-là, vous pouvez le faire pour caractériser un très grand nombre de pratiques et les relier les unes aux autres, mais vous pouvez aussi prendre un système d'un agriculteur et voir qu'est-ce qu'il met en œuvre avec quoi.
Et donc, en fait, vous pouvez représenter un système d'exploitation agricole avec une liste de pratiques et exclusivement par une matrice de 1 et de 0. Voilà. Et donc, cette chose-là, elle devient en fait assez facile. Alors, je reviens à mon histoire, là, en fait. Là-dessus, vous avez toutes les pratiques, que ce soit du domaine animal, du domaine végétal. Vous avez le végétal qui est en bas. Et le végétal, en fait, a beaucoup de marge de manœuvre. Et c'est pour ça que, de façon assez amusante, quand vous entendez parler d'agroécologie, vous entendez exclusivement la production végétale. Bizarrement, on parle très peu agroécologie et production animale. Les animaux sont là-haut. Et en fait, parce que les pratiques sont beaucoup plus structurantes et vous n'avez pas pléthore de petites phases d'ajustement. Et ce qui lie l'animal et le végétal, c'est l'alimentation, c'est les effluents, et c'est la fertilisation. Et puis il y a le parent pauvre sur lequel on a peu de prise, enfin on a vraiment très peu de prise, c'est les dimensions agroéquipement. Alors nous, après avoir fait ça, comme ça se vend, enfin, c'est invendable, même un ministre ne veut pas de ça, on a dû transformer le système autrement, c'est de dire en fait on fait de la conception presque automatique, enfin pas automatique, mais une aide à la conception. En fait, en articulant la matrice qui évalue les pratiques, la matrice qui relie les pratiques les unes aux autres, et donc vous faites tourner tout ça et vous avez un outil qui est à peu près cohérent. Vous pouvez, je rentre par une pratique, j'ai les performances et je regarde quelles autres pratiques je peux assembler avec, ou je cherche à maximiser une performance dans un système de production donné, ou j'ai un système de production et je cherche exclusivement à le décrire. Alors, je vais juste vous illustrer qu'on a fait ça sur un exploitant agricole qui avait une exploitation en grande culture annuelle et qui avait, parce que COP de France Déshydratation lui avait expliqué que c'était très bien, envie de faire entrer de la luzerne dans son exploitation. Et donc ça donne quoi ? Ça donne d'abord pourquoi il veut faire ça. Et donc la motivation essentielle, c'est de réduire le recours aux produits phytosanitaires, c'est de réduire le recours aux engrais azotés, et donc il fait rentrer de la luzerne. Quand il fait rentrer de la luzerne, tout le système se réajuste autour de ça. Et donc en faisant jouer la règle des 0 et des 1, donc de coupler les choses exclusivement, en fait on fait rentrer une pratique à partir du moment où elle doit être mise en œuvre avec une autre, on arrive à cette liste-là, et vous créez à ce moment-là en fait une exploitation nouvelle. Et donc un système nouveau, la ligne grisée là au milieu, c'est de là d'où on part, et quand je mets en œuvre tout ça, j'impacte toutes ces performances ici, et si je suis plus à l'extérieur, c'est mieux, et si je suis à l'intérieur, c'est moins bien. Et comme il y a des choses, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont plus ou moins, eh ben on a une zone d'incertitude, quoi. Et donc ce que l'on voit, c'est que quand on fait rentrer de la luzerne là-dedans, globalement, toute la partie économique se porte plutôt bien, la partie environnementale se porte très bien, en particulier sur tout ce qui est produits phytosanitaires et émissions de gaz à effet de serre. Le truc qui se porte beaucoup moins bien, c'est le travail. Et la raison pour laquelle la luzerne ne rentre pas dans les systèmes de production, c'est le travail, et c'est la raison pour laquelle on a fait de la déshydratation, c'est pour gérer la question du travail. Et donc à la fin, vous sortez quoi de ça ? Vous sortez que tout ça c'est très bien, mais pour que ce soit rentable, il faut que vous ayez une forte valorisation de la luzerne récoltée, n'est-ce pas, monsieur Mfimlin ? Et vous avez nécessité d'une forte interaction avec les partenaires extérieurs pour gérer justement la charge de travail. Et donc, par exemple, c'est le recours à l'extérieur pour les travaux agricoles, donc le recours à des ETA pour faire le job. Donc on a fait ça de façon assez systématique et on a sorti de là un certain nombre de choses. D'abord, si vous pouvez regarder par ce prisme-là tout plein de systèmes existants. Beaucoup de systèmes qui sont mis en avant comme étant des systèmes en agroécologie sont en fait organisés autour de quelques pratiques pivots. L'agroforesterie, c'est je plante des arbres avec une bande enherbée en bas et je réorganise mon système de production autour. Voilà. Comme certains disent méchamment, en fait, c'est une erreur de remembrement. Non, voilà. Et c'est tout le système qui est réorganisé. C'est-à-dire qu'il suffit pas. Si vous plantez des arbres et tout le reste étant égal par ailleurs, il ne se passe rien en fait. L'agriculture de conservation, donc, qui consiste à maximiser le retour de matière organique au sol, c'est deux pratiques en fait qui sont mises en œuvre et tout le reste est réorganisé autour. Et l'agriculture biologique, c'est trois pratiques pivots. C'est je ne mets plus d'engrais azotés de synthèse, je ne mets plus de produits phytosanitaires de synthèse, mais je mets encore des produits phytosanitaires, mais plus de synthèse, et je mets moins de médicaments vétérinaires. Mais pour que ça tienne, vous êtes obligé de tout réorganiser autour de ça en mobilisant les pratiques qui ont intérêt à être mises en œuvre quand vous ne mettez plus d'engrais azotés de synthèse.
Alors, de façon extrêmement transversale, quand on traite toutes les pratiques et tous les systèmes qu'on a pu imaginer dans tous les sens, en fait, la durabilité, donc concilier performance économique et performance environnementale, repose sur 4 leviers et 2 freins. Alors les 4 leviers, et c'est des choses que vous allez voir, on est au cœur de ce que l'on peut dire en agriculture, en agroécologie. C'est vraiment la question de la préservation et de la gestion optimisée des ressources naturelles que sont l'énergie, l'eau, le sol et l'air, avec le sol comme un peu élément structurant de tout ça. Et ce n'est pas tellement la liste des pratiques qui sont là à penser, c'est plutôt en fait l'objectif central que l'on a. Le deuxième point, c'est la problématique de la diversification des assolements et des rotations. Alors pendant très longtemps, on met en avant la diversification comme étant la diversification des cultures de rente. C'est-à-dire que, et donc on a vu ça dans les derniers papiers de la PAC. En fait, la diversification, il faut la penser un peu plus largement que ça. Et par exemple, réfléchir ce qu'on appelle les intercultures ou les espèces ou les plantes de service, donc des plantes que vous mettez en campagne, en accompagnement de l'espèce dominante, ou les cultures intermédiaires, c'est ce que vous mettez entre les cultures de rente, comme étant en fait un levier pour aller vers la diversification. La diversification, elle permet quoi? Elle permet de gérer tous les cortèges de bioagresseurs, ou une grande partie des cortèges de bioagresseurs. Elle permet de maximiser la restitution de matière organique au sol. Elle permet une meilleure gestion de l'azote, globalement. Et en fait, de diversification, il ne suffit pas de dire diversifions et augmentons la liste. Il faut réfléchir à la diversification en termes de diversification fonctionnelle. C'est-à-dire mettre en succession, ou ensemble quand vous les faites en coculture, des espèces qui n'ont pas les mêmes traits fonctionnels. Un trait fonctionnel, c'est par exemple la précocité, c'est par exemple une espèce qui fixe l'azote, l'autre qui ne la fixe pas. Et donc, vous ne pouvez pas, en gros, diversifier du blé en l'assolant avec de l'orge, voilà, pour être caricatural. Et la diversification se heurte à un autre point qui est central, c'est que vous ne pouvez pas diversifier les cultures de rente s'il n'y a pas un aval. Et comme je disais tout à l'heure que l'aval est quelque chose qui ne se délocalise pas, eh bien c'est compliqué d'avoir un aval que vous faites arriver pour traiter une culture nouvelle ou à qui vous expliquez qu'on va produire moins de sa ressource préférée. Voilà. Et donc vous ne pouvez pas penser diversification, quel que soit l'endroit dans le monde, dans les logiques actuelles d'économie d'échelle. Voilà. Le troisième grand domaine, c'est le domaine de l'adaptation des systèmes de production animale, que globalement, on peut réfléchir au niveau de 3 aspects. C'est rechercher une forme d'autonomie productive plus forte pour les exploitations agricoles d'élevage, que ce soit une autonomie seule ou une autonomie collective à l'échelle d'un petit territoire. L'autonomie productive a l'avantage d'extraire l'exploitation du prix des marchés des matières premières. Et donc, en gros, de ne plus la soumettre à un aléa des prix de marché. Et les dernières années en France ont montré l'extrême fragilité des systèmes très peu autonomes, enfin une très grande fragilité vis-à-vis du cours des matières premières. Le point suivant, c'est la question des effluents d'élevage, dont il faut réfléchir pour qu'ils ne soient plus une source de pollution, mais une source de fertilité. Et puis le troisième élément, c'est tout ce qui va concerner la robustesse des animaux, à la fois vu via le type génétique d'animaux que l'on met en avant, et via la gestion de la santé animale. Et globalement, là aussi, des animaux robustes sont des animaux qui vont être, entre guillemets, moins exposés et exposer beaucoup moins le système de production à des formes d'aléas. Et le dernier levier, c'est le développement de solidarité agricole renouvelée. On a la grande période d'expansion que l'on a connue en agriculture en Europe, c'est les 30 glorieuses, et globalement une période qui est fondée sur des fonctionnements collectifs. Les fonctionnements collectifs, je vous expliquerai dans la dernière partie que c'est des modes de fonctionnement qui permettent l'appropriation de l'innovation. Comment on les crée demain? On a du mal à les créer en Europe parce que la densité d'agriculteurs est tombée et elle est aujourd'hui assez basse, mais il faut y penser et il faut penser au-delà du monde agricole seul. C'est-à-dire qu'il y a des formes de solidarité dans les territoires ruraux qu'il faut aussi inventer et des formes de solidarité entre le monde agricole et par exemple les collectivités territoriales. Donc c'est effluents et fertilisation, j'en ai déjà parlé. C'est la gestion par exemple des infrastructures agroécologiques. Vous ne pouvez pas imaginer que ce soit les agriculteurs seuls qui gèrent les haies et les systèmes de circulation. Parce que si tout ça n'est pas connecté d'une façon intelligente, c'est sans intérêt.
c'est aussi le fonctionnement collectif qui permet de gérer les charges de mécanisation et les charges de travail. Pourquoi ? Parce que tout ça est très bien, mais il y a 2 freins qui sont majeurs. Et s'ils ne sont pas levés, vous empêchez tout le système de fonctionner. Le premier, c'est que globalement, la fonction, le fait de coupler fonction de production et fonction environnementale au sens très large, suppose en gros des investissements et vous remplacez, en fait, vous mettez plus de mécanisation pour globalement utiliser moins d'intrants de synthèse. Et donc, ça suppose qu'il y ait un besoin de capital, il faut gérer cette charge d'endettement. Et puis le frein central, il est là. Il est en fait que vous mobilisez plus la ressource chère qu'est le travail. Alors pas forcément tellement en quantité, mais beaucoup plus en termes de technicité, de complexité, parfois de pénibilité, en particulier dans le domaine animal. Mais c'est surtout la technicité et la complexité qui sont mobilisées. Et comme je disais tout à l'heure, que globalement, quand vous proposez quelque chose de complexe, ça peut engendrer un rejet via une aversion au risque. On a une vraie problématique autour de ça. Alors, il y a aussi un certain nombre de questions qui restent totalement ouvertes. C'est la problématique de qu'est-ce qui est générique versus qu'est-ce qui est spécifique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'est-ce qui est vrai globalement, et donc qui est assez facile à généraliser par rapport à qu'est-ce qui est vrai que localement. Et donc, qu'on ne peut pas généraliser et qu'il n'y a pas de solution miracle. Et en fait, tout le monde a tellement tendance à considérer que son cas est unique qu'on a tendance à maximiser la part du spécifique par rapport au générique. Je pense fondamentalement que la part du générique est juste gigantesque et que le spécifique est assez faible. Et en fait, le spécifique est apparu assez important parce qu'on avait beaucoup de pratiques extrêmement homogènes partout et donc la seule source de variation, c'était le spécifique. Mais si vous réaugmentez, si vous explorez des champs beaucoup plus larges, le générique sera plus grand. La prise en compte par les filières, je l'ai dit tout à l'heure. La diversité, est-ce que vraiment, et comment on arrive à démontrer que la complexité des systèmes conduit à une meilleure robustesse et donc une plus grande résistance aux aléas? Ça, c'est absolument pas documenté aujourd'hui. N'empêche que tout ce que je vous ai raconté a un peu ça en filigrane, en cette hypothèse, et donc ça mérite quand même qu'on le démontre. Bon, l'organisation des faisceaux technologiques, je dirais, je n'en parlerai pas parce que c'est trop compliqué. Je termine parce que je vais jusqu'au bout, peut-être parce que sinon vous allez fuir avant la fin. Alors, en fait, une fois que je vous ai raconté tout ça, tous ces aspects-là, vous allez dire, bon, et maintenant, il suffit, allez hop, on y va, on va mettre ça en place. En fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que les systèmes dont on veut chercher, qu'on veut faire bouger, ils sont en état d'équilibre. Ils sont ce qu'on appelle, ce que les spécialistes de ce domaine-là, dont le meilleur spécialiste actuel, c'est Frank Giles, un chercheur de l'Université de Manchester. Ils disent que les systèmes, ils sont en état d'équilibre, mais ils sont verrouillés. C'est-à-dire que l'ensemble des acteurs ont eu tendance à adopter des pratiques et ils ont conduit en fait un système qui est un auto-renforcement. Et vous ne pouvez jamais vous écarter. Alors, il y a tout plein d'exemples pour illustrer ça, et en gros, c'est tout le monde se tient par la barbichette. Et ça va depuis le producteur au transformateur et au consommateur. C'est le bel exemple de ça que je prends toujours et qui montre le rôle du consommateur. Le consommateur, quand il va acheter un concombre au supermarché, il faut que le concombre soit droit. Et donc, on a fait des concombres droits, quoi. Puis on l'a habitué. Et quand le même consommateur va acheter des concombres sur un marché de proximité, il prend des concombres courbes. Et donc, on peut produire des concombres courbes. Et d'ailleurs, on peut faire les deux dans la même serre, en même temps, et voilà. Donc, ça montre bien que le consommateur est acteur, en fait, dans la façon dont on a piégé les choses. On a habitué le consommateur, et il est très content, parce qu'il y a une forme d'aspect culturel derrière ça. La pomme française est une pomme extrêmement grosse, extrêmement ronde. Et une pomme qui a un défaut, elle disparaît, quoi. Elle n'est pas vendue. Et on a créé un standard qui est tellement gros qu'il ne se vend même plus. N'empêche que c'est encore le standard qui fait le prix aujourd'hui. C'est un standard 75-85, donc vous voyez, c'est déjà des sacrément grosses pommes. Si vous allez, le standard en Allemagne, par exemple, c'est des 65. Donc c'est des pommes beaucoup plus petites qui sont beaucoup plus faciles à produire. Et si vous mettez sur le marché une pomme qui n'a pas une forme parfaitement ronde, elle ne se développe pas. À l'INRA, il y a quelques années, on avait développé une variété de pommes qui s'appelle Ariane, excellente, tolérante aux maladies, de petits formats et pas parfaitement ronde.
La génétique, hein, les secrets de les secrets de la génétique sont comme ça. Mince, j'ai fait trop de bruit. Ou c'est les pommes qui ont fait ça. Et les secrets de la génétique sont ce qu'ils sont. Et ben cette pomme, en fait, elle n'a quasiment pas de marché. Voilà. Elle s'est vendue, vous en trouvez sur les marchés parisiens ou ailleurs, mais c'est très compliqué. Mais parce qu'elle n'est pas dans le standard. Et donc on a verrouillé un standard. Bon, bref. Et donc ça se traduit par ce schéma-là. En fait, ça c'est un schéma de Frank Gilles. Non, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. Et qui dit qu'en fait, il y a un régime socio-technique dominant par rapport à ça. Et donc, les innovations technologiques, il faut savoir si elles viennent renforcer cet état d'équilibre ou elles vont le déplacer. Vous avez un paysage socio-technique, notamment un paysage réglementaire qui peut globalement renforcer le système dominant versus il peut contribuer à le déplacer. Un cahier des charges, le cahier des charges que l'on connaît bien, par exemple sur les fromages, sur les vins, ce sont des trucs absolument merveilleux, en fait, de renforcement d'un système socio-technique existant. On l'a défini comme étant une forme de Bible dont on ne peut pas bouger. Il n'y a pas très longtemps, j'intervenais pour faire pas tout à fait la même histoire, non, même pas du tout la même histoire, en Bourgogne, où c'était comment on va adapter les vignes de Bourgogne au changement climatique. Et globalement, l'ensemble des viticulteurs présents dans la salle expliquaient qu'il fallait faire de l'innovation, mais pour ne rien changer. Ben oui, vu que c'est un cahier des charges. Donc vous ne changez rien. On se serait cru dans un sketch de Raymond DeVos, en fait, où c'était changer pour ne pas changer, quoi. Mais c'est vraiment ça. Les cahiers des charges, ils font ça. Et c'est leur mission première. Voilà. Et les vins de Bordeaux, hein, ça date pas d'hier, hein, c'est 1855. Voilà. Pour ne pas bouger. Et puis vous avez par rapport à ça, en fait, des niches qui sont... il faut vivre... vous vivez en dehors, et la vraie question qui se pose, c'est celle-là, c'est ce que Gilles se décrit dans ses papiers, de dire est-ce que dans les niches, en fait, il y a une forme d'émergence de nouveautés que l'on peut aller capturer pour venir déplacer ce système-là. Et en fait, la question, c'est comment vous déplacez ce bazar-là. Alors, pour déplacer ce bazar-là, vous pouvez utiliser exactement la même chose que ce qui renforce un verrouillage. Alors, ce qui renforce un verrouillage, c'est un truc qui s'appelle les rendements croissants d'adoption. Et les facteurs qui favorisent les rendements croissants d'adoption, ils sont au nombre de 5. C'est l'apprentissage par l'usage. C'est-à-dire que si vous avez le fait que quelqu'un utilise quelque chose ou fasse un apprentissage, il va le garder pour lui. Et donc, plutôt que de faire des jolis essais de démonstration dans des plateformes spécialisées, il faut faire les essais chez les agriculteurs, il faut les mobiliser. Et ça, c'est vrai partout dans le monde. L'apprentissage par l'usage est essentiel. Bon, les économies d'échelle, je n'en reviendrai pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a les externalités directes de réseau. Alors ça, c'est un joli terme pour dire il faut que les gens travaillent ensemble. Et donc, quand vous avez des groupes d'agriculteurs qui travaillent ensemble, c'est des externalités directes de réseau. S'ils s'équipent ensemble, c'est des externalités directes de réseau. Les externalités indirectes de réseau, c'est si vous leur mettez à côté des gens qui vont conseiller toujours la même chose. Et donc, si vous avez des conseillers agricoles qui conseillent la pratique, et bien vous allez favoriser son adoption. C'est une évidence bête et méchante, mais c'est quand même comme ça. Et le dernier point, c'est la formation. Alors, vous allez me dire, mais la formation, bah oui, c'est la même chose que l'apprentissage par l'usage. Certes, mais pas que. Ce truc-là montre que si deux personnes ont été formées ensemble, elles ont tendance à se faire confiance après pour adopter ensemble quelque chose. Ce que l'État, d'ailleurs, a très bien compris en créant des grands corps d'État. C'est pour ça que vous retrouvez des grands corps d'État il y a très peu de corps d'État présents dans les grands systèmes de décision, parce qu'ils ont été formés ensemble et ils se font confiance. Et ça marche, ce truc-là. Voilà. Alors, tout ça c'est très bien, mais il y a quand même ce que je disais tout à l'heure, la version risque, donc je vous ai déjà raconté ce que c'est. Et bien, si vous mettez en œuvre les rendements croissants d'adoption de façon à peu près intelligente, vous pouvez réduire la version risque. Alors, le premier, c'est réduire d'abord le risque en tant que tel, et donc privilégier les changements à faible risque, et donc à faible variance. Et donc ça suppose la qualité de l'innovation. Les outils d'aide à la décision vont faire partie de ça. La formation va faire partie de ça, parce que vous apprenez à faire quelque chose. Ensuite, pour réduire la version risque, c'est les démonstrations en conditions réelles, c'est les fonctionnements collectifs, c'est l'accompagnement au changement, c'est la formation initiale et continue. Par contre, ce que l'on n'arrive pas à résoudre dans ce système-là, et à aucun cas, c'est comment vous gérez les systèmes complexes. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un « c'est complexe, mais t'inquiète pas, ça va marcher ».
Voilà. N'empêche que comment on fait ce genre de choses, ceux qui ont le mieux réussi sur ce genre de choses, c'est ceux qui vous vendent un iPhone quand même. Parce que c'est d'une complexité à toute épreuve et c'est d'une simplicité biblique à utiliser, quoi. Mais est-ce qu'en agriculture, on peut inventer un système équivalent? Et puis l'autre point qu'on ne peut pas gérer, c'est le fait que de toute façon, vous avez des problèmes ou des questions à court terme qui vont toujours prendre le pas sur le long terme. Et donc il faut que quand on réfléchit les conceptions, eh ben, elles répondent à la fois à des enjeux à court terme et elles préparent le long terme. Alors, juste, et c'est le dernier point, c'est qu'on n'est pas du tout face à une population homogène. Et donc on doit prendre en compte cette hétérogénéité. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Everett Rogers, et puis il y a des Français qui ont travaillé là-dessus aussi, j'ai oublié de mettre l'année, qui ont montré qu'en fait on était face à des populations hétérogènes. Et Rogers, il a dit, globalement, tout ça se représente comme ça. Vous avez des gens qui ont une capacité à innover. Bon, c'est très bien. Vous avez des gens qui sont très sensibles à l'adoption. Et il faut s'appuyer, quand on fait des groupes d'agriculteurs, il faut identifier ces gens-là et s'appuyer sur eux. Parce qu'on va initier en fait une boucle d'adoption assez facile. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, ça, on va mettre ça de côté. Merci de votre attention.